Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous de l'information ce jeudi. Les jeudis, souvent, je démarre avec la bonne humeur. Ils ne sont pas deux aujourd'hui, il est seul, mais là, je ne peux pas supporter. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 juillet 2021. Je partage le plateau aujourd'hui avec le directeur de publication du journal Le Mania Libéré, Abbas Issaka, et le directeur du site d'information Afrique en ligne, Koutsé Iyaro. Koutsé, bonjour. Oui, bonjour Anita. Salut à tous les téléspectateurs. Salut à les grands frères. Le respect à vous. Respect. Ça fait un bail, hein, vous avez retrouvé sur ce plateau. C'est vrai. Abbas Issaka, je vous l'avais dit, le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Abbas, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous et à toutes celles qui sont en train de nous suivre tout de suite à E47. Alors, la fête, ça a été comment? Ça a été, on rend grâce à Dieu, du moment où ça s'est bien terminé. C'est terminé? Non, ça a terminé en principe. Ça a commencé mardi, mercredi, jeudi. Jeudi. Aujourd'hui, ça termine. Ouais. Et jusqu'alors, on n'a pas eu de morceaux de viande. C'est pas sérieux là-bas. C'est pas que c'est pas sérieux. Les morceaux de viande sont là. Quelqu'un qui veut là, vient les chercher. Après péage? Quel péage? On a poussé le péage jusqu'à 100 mètres, 500 ou 600 mètres de moi. Donc, je suis loin du péage. J'étais loin du péage à 500 mètres. Maintenant, on a encore pris ça pour amener dans un autre village. Donc, on peut venir. Tu peux venir, tu ne vas même pas payer un franc. Merci à toi. Chez moi, on dit. Merci à toi. On dit chez moi, on appelle l'homme là-bas. Merci à toi. On ne va pas polémiquer là-dessus. Alors, chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui de la Covid-19. Nous parlerons de la concertation nationale entre les acteurs politiques et nous parlerons également de la sécurité routière. Nous allons terminer avec l'international où les chefs d'État sont agressés dans pratiquement tout le monde, en Europe et en Afrique. On va en parler dans cette émission. Parlons Covid-19. Le nombre de cas testés positifs à la Covid-19 recommence à grimper depuis quelques semaines déjà, mais nous sommes en période de vacances scolaires. Abbas, dites-moi quel rôle doit jouer l'État pour freiner la contamination? Parce que qui dit vacances, au moment de vacances scolaires, dit des allers et retours, il y a des gens qui doivent revenir voir leurs parents ici, d'autres qui doivent aller à l'extérieur pour leurs vacances. Comment l'État peut-il gérer cette situation-là? En tout cas, je suis sûr que ce que moi je sais, c'est que l'État est en train de faire le sien. L'État fait tout ce qu'il peut pour au moins amoindrir ce mal, faire disparaître ce mal. On voit comment l'État se débat pour trouver des vaccins et autres. La dernière fois, j'écoutais qu'un vaccin, une dose de vaccin, ça coûte $10, alors que l'État vient de commander 4 millions de doses. Donc 4 millions de doses, si on multiplie le dollar là en euros et en euros en francs CFA, ça nous fait peut-être 456 millions de francs CFA que l'État doit débourser pour commander ces doses qui ne viennent pas. Ce qui veut dire que l'État est en train de se débattre, le gouvernement se débat tant bien que mal. Mais il reste à nous de faire ce que l'État veut que nous fassions. Il y a eu des mesures qu'on nous a édictées de respecter. Et ces mesures-là, il y a un relâchement la dernière fois. Au point où Madame le Premier ministre a été obligée de lever la voix pour dire ne baissons pas la garde. Ce qui veut dire que l'État est en train de mettre ce qu'il peut pour qu'on puisse aller à l'encontre de cette pandémie. Aujourd'hui, comme vous voyez les gens, il y a les doses qui sont arrivées. Le Pfizer qu'on est en train d'administrer, on a mêlé 100 000 doses. Donc, jusqu'à ce jour, on devait administrer 50 000 doses aux premières personnes âgées de 50 à X. Mais jusqu'à ce jour-là, il n'y a que 16 000 qui sont allés se vacciner. Ce qui veut dire que la personne elle-même ne veut pas se faire vacciner. Il y a des gens qui sont réticents encore. Donc, ça fait qu'il fallait faire les 50 000 doses complètes et on reprend avec les mêmes personnes avec les 50 000 doses restantes. Mais aujourd'hui, les gens sont réticents. Les personnes âgées de 50 à X
qui sont même les personnes vulnérables, sont réticentes. Les gens sont réticents. Il y a quelques personnes qui disent, suite aux informations sur les réseaux sociaux, les médias internationaux, on se dit que les vaccins qui arrivent chez nous ne sont pas efficaces. Est-ce qu'il faut faire confiance aux réseaux sociaux ou bien aux sources officielles? Le problème qui se pose, c'est la conscience. C'est pour ça que je dis que le gouvernement fait son travail, mais il reste à nous de le faire. Puisque hier, j'étais avec un médecin qui est de la coordination, qui disait que ce problème, si d'ici là, parce qu'on ne veut pas que les doses qui sont là soient périmées, parce que ça périme en septembre. Or, nous sommes en juillet. Donc, si d'ici la fin du mois, les gens ne vont pas se faire vacciner, c'est qu'ils seront obligés d'amener ça à l'intérieur du pays. Sur l'intérieur du pays, pour le moment, les gens n'ont pas encore commencé par être vaccinés avec le Pfizer. Et vous voyez, donc, ce qui veut dire que c'est nous-mêmes. Et à un niveau, nous avons relâché surtout le respect des mesures barrières. Aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher les vacances. Après les examens, il y aura des mouvements de personnes. Les gens vont venir du Ghana, les gens vont venir du Burkina. Il y a des variants qui sont déjà dans ce pays, Delta, variant Delta qui est déjà là-bas. Mais si on ne fait pas attention et que nos frontières ne sont même pas fermées, on dit qu'elles sont fermées, c'est des frontières terrestres qui ne sont pas fermées. Officiellement, ils disent être fermées, mais ce n'est pas fermé. Puisque les gens passent, c'est devenu du business là-bas, les gens traversent n'importe comment. Ce qui veut dire que... Il y a un business là-bas. Oui, c'est du business là-bas avec les passagers. Au même moment, le ministère de tutelle ne réagit pas. Il ne réagit pas. Puisqu'on ne sait pas, ça devient quelque chose qui devait être contrôlé. Un temps, on avait parlé de ça et le ministre a réagi pour dire qu'ils vont renforcer le contrôle pour voir ce qui se passe. Mais depuis là, est-ce qu'on a arrêté quelqu'un alors qu'on est en train de lutter contre la corruption? Donc c'est devenu un business qui est institué à ces frontières poreuses sur la voie du Togo-Ghana, puisque c'est proche, puisque les gens vivent, les Togolais sont là-bas, ils vivent là, ils viennent ici travailler et repartir, ils ont construit là-bas. Donc aujourd'hui, le comportement que nous devons adopter pour éviter ça, c'est d'aider le gouvernement à faire ce qu'il est en train de faire, de se débattre pour qu'on puisse au moins mettre fin à cette pandémie, sinon on va continuer. Et puis on dit que les vaccinations qu'on est en train de nous faire, c'est faire de telle sorte que cette pandémie devienne comme une grippe, comme ça. Puisque quand on a l'immunité qui est renforcée, c'est que ça peut être comme une grippe simple. Quand tu es malade, tu ne vas pas avoir un cas grave de malade. Donc c'est seulement les petits rhumes ou autres qu'on va te soigner. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas respecter. On ne va pas perdre la forme grave de la maladie. Alors que c'est même question pour vous, que doit faire l'État d'abord et que doit faire la population elle-même? Parce que l'État, elle a évité des mesures, il reste à nous de les respecter. Alors, quelle va être la situation dans les deux cas? Mais je pense que nous sommes obligés maintenant de vivre avec le mal. Même dans les pays européens, les confinements sont quasi inexistants. On insiste que sur les mesures barrières, se faire vacciner, porter son masque, se laver les mains, etc. Donc c'est vrai qu'il y a de nouvelles formes du virus qui apparaissent un peu partout, etc. Mais on ne parle plus de confinement que de respect des mesures qui sont donc éditées par les gouvernements. Au Togo, l'État, effectivement, il fait ce qu'il peut faire. Maintenant, il revient aux citoyens maintenant de s'impliquer davantage, savoir que leur vie dépend de leur propre volonté à pouvoir respecter les consignes données par les administrations. Se faire vacciner, distanciation sociale et autres. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous sommes loin d'en finir avec Covid. Mais il y a de l'autre côté la question économique qui se pose. C'est-à-dire que l'Europe a organisé tout dernièrement un sommet avec les chefs d'État africains, un sommet post-Covid, après Covid. Ce qui suppose que malgré donc que le virus est vide, nous sommes en phase de relance des activités économiques. Alors, qui est donc très important. La période de relance est déjà née. Nous devons quand même à la fois travailler
tout en respectant les gestes barrières. Donc chacun doit faire jouer sa partition en réalité pour que le mal finalement puisse nous Chacun échapper. doit faire sa partition, c'est-à-dire, et le Le gouvernement fait ce qu'il peut faire. Il a commandé les vaccins. À nous maintenant d'aller prendre des doses de vaccination, il n'y etc. a plus rien à faire d'autre à part ça. On a commandé les. Vous savez, les gens, la semaine dernière, ont même manifesté en France parce que les gens sont fatigués de porter les masques. Ils disent, mais non, écoutez, est-ce que si on est vacciné, on doit continuer toujours pas porter donc, les masques? La réponse est oui. Ben, est-ce que lorsqu'on est vacciné, on peut encore distribuer le mal et l'attraper? La réponse est également oui. Donc, vous voyez que déjà, c'est compliqué. Hein. Nous sommes dans une phase un peu complexe. Donc, quand il dit chacun doit jouer sa partie, c'est que chacun doit tout faire pour ne pas attraper donc, le mal. Hein. Et l'éviter, c'est respecter les consignes données habituellement. Hein, et ça marche. Voilà. L'éviter, c'est respecter les consignes données. Abbas, un mot avant qu'on passe à la situation sécuritaire. Non, la meilleure façon, il l'a dit tout à l'heure, pour l'éviter, c'est de respecter les mesures barrières et d'aller se faire vacciner. Sinon, sans ça, on ne s'en sortira pas. Le vaccin ne protège pas à 100% contre les... Voilà. Tous les médecins qui défilent dans cette émission ne il y a cessent de le dire. certaines choses, certaines personnes qui sont vaccinées qui peuvent tomber malades si on ne respecte pas toujours les mesures barrières. Pour le moment, quand on pose la question par rapport de faire tomber les masques, on dit que non, c'est pas possible pour le moment, puisque actuellement le Togo n'a même pas atteint 16% ou bien 30% de vaccination, alors qu'il nous faut 60%. Voilà. 60% pour que au moins l'immunité collective puisse être active. Maintenant, on n'a même pas encore fait, actuellement, ceux qui ont fait Pfizer, AstraZeneca, on n'a fait que 300 000. Et les 300 000 là, il reste encore ceux-là qui ont fait AstraZeneca, qui attendent la deuxième dose, qui n'ont pas encore fait la deuxième dose. Lorsqu'on a posé la question de savoir si le délai prescrit, les 8 semaines, ne vont pas impacter sur ceux-là qui ont déjà fait la première dose, qui attendent toujours la deuxième dose, alors qu'on vous dit qu'il n'y a plus de vaccin, on ne va plus commenter. On dit que non, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Et dans ces 4 mois, si ça ne vient pas, ça risque de faire la combinaison. C'est-à-dire ils sont en train de réfléchir, la coordination est en train de réfléchir à voir si ceux qui ont fait Pfizer et AstraZeneca, et qu'il y a rupture de stock actuellement, on ne peut pas maintenant combiner avec Pfizer et avoir les deux doses. Donc c'est la réflexion qu'ils sont en train de mener à leur niveau. Donc pour le moment, vous voyez, ce qui veut dire qu'il nous faut des vaccins à quantité suffisante afin de permettre les uns aux autres d'être prêts et d'avoir une unité forte qui va lutter contre la Covid-19, la pandémie. Sinon aujourd'hui, on est loin même de la vaccination. Ceux qui sont même vaccinés, c'est la minorité. Ils sont minoritaires, totalement minoritaires par rapport à la projection qui est faite. Donc, on invite les gens, comme il y a maintenant les 12 Pfizer, on est en train de le faire, chacun n'a qu'à aller se faire vacciner. Chacun n'a qu'à aller se faire vacciner au risque de courir après pour dire qu'on cherche le vaccin. Parce que pour AstraZeneca, c'est comme ça, les gens ont fait, ils ont attendu. Surtout pour la deuxième dose. Hein. Surtout pour la deuxième dose. On se disait, il y a encore le temps, il y a encore le temps. D'un seul coup, c'est fini. Ils arrivent dans les centres de santé et autres lieux réservés pour la vaccination. On dit qu'il y a rupture. Donc, ils doivent attendre. Si 4 mois passent, ce qui veut dire que la première dose qu'ils ont faite, si on ne trouve pas de solution, c'est que c'est nul, puisqu'ils n'ont pas pu avoir les 2 doses. Donc, c'est nul complètement. Donc aujourd'hui, comme il y a Pfizer qu'on est en train de faire, ceux qui doivent le faire, ils n'ont qu'à courir pour le faire. S'ils le font, c'est pour leur propre santé, c'est pas pour le bien de quelqu'un. Ils le font et ils vont aller vite à la deuxième dose et pour qu'on sache ce qui va se passer. Eh bien, sécurité routière à présent dans cette émission avec le rapport semestriel du ministère de la Sécurité. Une fois encore, l'excès de vitesse est la principale cause des accidents sur nos routes. C'est
Oui, mais Nous avons de très belles routes, mais l'excès de vitesse. Oui, les facteurs maintenant. Sans oublier votre fameuse route mais à écoute, Dido, là, oui, là, c'est vraiment. Parlons de l'excès de vitesse ici, parce que si nous abordons l'autre sujet, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai que nos routes font beaucoup plus de dégâts en vie humaine. C'est lié parfois à des conditions humaines. Des morts qu'on peut éviter. Parfois, certaines personnes conduisent en état d'ivresse. Il y en a beaucoup qui prennent l'alcool et les produits, les stupéfiants que les gens prennent, et surtout les émigrants. Vous voyez déjà, quand on est tellement pressé que c'est dans la rue qu'on doit trouver donc, de quoi payer son loyer, de quoi nourrir sa famille, on voit que les aides sont tellement si pressés que très vite, la dernière fois je revenais quand il y avait une moto devant moi et puis d'un seul coup j'étais un Z-Man, je sais pas comment il a fait, les deux sont croisés et puis c'est un accident, la femme est complètement cassée par la jambe. Le Z était sanguinolent par quelque part et puis j'ai dû appeler les pompiers et les assister. Donc je pense que, mais je me rends compte que le Z-Man sentait un peu de l'alcool, vous voyez déjà. Donc nous devons nous départir de l'alcool et limiter aussi les vitesses. Tard que jamais, dit-on. Donc nous devons prendre toutes nos dispositions en sortant. Vouloir revenir suppose qu'il faut respecter donc la limitation des vitesses, etc. Je ne sais pas là ce qu'on en est avec le contrôle d'alcool sur nos routes. En même temps, c'était quand même, il y avait un test qui est souvent fait. Maintenant, on va plus ça. Et surtout, c'est à cause de la Covid, on ne sait jamais. Il y en a même qui dorment au volant. Il y a certains voituriers qui dorment parce que ceux qui font souvent de longs trajets, souvent ils sont fatigués, ils dorment au volant. J'ai fait une route la dernière fois de Lomé jusqu'à Palimé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont égarés par accident sur la route. Peut-être excès de vitesse, mais aussi de sommeil. Il y en a qui dorment au volant et ils terminent dans la bourse. Voyez-vous. Donc je pense que nos autorités routières doivent faire beaucoup plus en matière de contrôle. Un contrôle alcotest doit revenir en principe. Et aussi des panneaux. Il faut multiplier les panneaux sur nos routes. C'est vrai que nous avons quand même certaines routes qui sont faites. Il y en a aussi qui sont dans de très mauvais états. La route de chez moi, CP par exemple, n'est pas en bon état. En voulant éviter un trou, vous cognez quelqu'un, il y a un accident. Tous les jours, les gens meurent là. Ou les gens, surtout en période scolaire, où les enfants, très souvent, voulant passer la route, sont souvent cognés par des voitures, surtout, et des voitures se renversent, surtout celles qui arrivent du Nigeria ou du Ghana qui ne connaissent pas bien la route, se renversent très facilement. Ouais, donc il faut arranger forcément cette route et aussi intensifier la communication au respect donc, des vitesses et aussi du code de la route. Les gens ne tiennent plus compte du code de la route, tels ils sont pressés. Il y a le feu rouge, où s'est arrêté, les gens préfèrent traverser pour aller cogner quelqu'un, fait l'accident. Parce que justement on est pressé. Il y a aussi des facteurs sociaux aussi. Très souvent, parce qu'on n'est pas psychologiquement bien assis, on est sujet facilement aux accidents. C'est ainsi que ceux qui sont instables et qui sont obligés de faire les étudiants, en faire leur profession pendant 5 ans, 10 ans, finalement perdre le contrôle. Il faut trouver du boulot aux gens. Mais il y a des gens qui s'en sortent bien avec les émigrants. Non, mais c'est pas un truc à encourager en soi. Moi, je vois que c'est un travail qui va nuire beaucoup plus à leur santé physique, parce que avec l'état de nos routes là, et l'air que vous respirez tout le temps, faire ce métier pendant 5 ans, 10 ans, c'est ruiner complètement sa vie. Il faut qu'il y ait des entreprises, que l'État recrute beaucoup de jeunes et qu'il y ait des taxis ou d'autres créneaux de transport. Est-ce faire toutes les lignes? Non, écoutez, il y a des voiturettes aussi qui sont nées maintenant. Voilà, des voiturettes qui peuvent également rallier facilement les coins de la capitale. Il faut que progressivement, on arrive à finir avec les émigrants pour que nos citoyens puissent vivre en bonne. Il y a des gens qui ont des factures, des gens qui traitent des maladies incurables à cause des conséquences de ce métier-là. Il est question qu'on crée des entreprises qui emploient par exemple 10 000 personnes, des firmes, que ce soit jusqu'au nord du pays, partout, qu'il y a des firmes. Heureusement qu'il y a la création de nouvelles entreprises dans bien notre sûr, pays. Il faut que ce soit peut-être que PIA si les mises en marche. 5-6 ans, ça sera opérationnel. Et on diminue complètement le taux
dans notre pays. Vraiment, beaucoup sentir mal. Beaucoup aujourd'hui ont des pieds cassés, beaucoup n'ont plus leur pleine forme, beaucoup meurent très vite à cause de ça. Donc, il est impérieux que nous trouvions des créneaux pour pouvoir décourager les gens à embrasser cette carrière. Alors, Abbas, l'excès de vitesse, une fois encore, revient dans ce rapport qu'elle est à la base, qu'il est la cause principale des accidents de route. Chaque fois, on dit c'est l'excès de vitesse, c'est l'excès de vitesse. On fait quoi pour décourager les gens? On fait quoi pour décourager? Hier, la semaine passée, les deux ministres, celui de la sécurité et celui des transports, ont fait une sortie pour nous présenter le bilan semestriel. Et les chiffres sont alarmants. Oui. Ça dépasse les chiffres de l'année dernière. Oui. Vous voyez que quand les gens disent que les routes tuent, les routes ne tuent pas. C'est nous qui nous tuons sur la route. C'est l'inconscience et l'irresponsabilité de la personne. L'imprudence également du comportement de la personne sur la voie. Tu prends ta voiture, il faut dire que quand je sors, ou tu prends ta moto, quand je sors, j'ai pris Dieu pour qu'il me ramène en toute quiétude chez moi pour revoir ma famille. Mais tu prends ta voiture, tu sors, ou tu prends ton taxi pour aller travailler, tu prends ton gros camion pour transporter les choses, tu ne penses plus à la famille. Et tu vas, il y a certains même avant de partir, qui rentrent, qui se droguent, ils prennent leur voiture et ils s'en vont. Les indigents, c'est la même chose. La personne se drogue, il dit que je vais me droguer, comme ça je ne serai pas fatigué toute la journée. Alors qu'il est en train de détruire son corps petit à petit. Quand vous voyez, on dit on n'a pas de route. Mais c'est le moment où on a fait de nouvelles routes que les gens font les essais de vitesse. Quand vous prenez la route de Palimé qu'on est en train de faire maintenant, avant la route n'était pas bonne. Mais lorsqu'on l'a faite, on n'a pas encore livré. Les accidents, on doit commencer par écrire danger de mort sur cette voie-là. C'est-à-dire, là, quand vous constatez les accidents sur cette voie-là, vous allez vous dire, mais pourquoi on veut faire encore les nouvelles routes? On vient de choses sont contraires à la fois. Les routes ne sont pas bonnes. Vous allez voir, quand Eboma va finir, il va entamer la route de celui-là. Espérons. Oui, ils vont faire, c'est dans le projet. Mais vous allez voir ce qui va se passer sur cette voie. Lorsqu'elle est tracée, comment les gens vont faire excès de vitesse sans respect des choses, de quoi que ce soit, des panneaux de signalisation. Aujourd'hui, le ministre même a reconnu que les gens sont pressés. Tout le monde est pressé. On est pressé pour aller au juste. Quand vous voyez le feu rouge s'allume, vous êtes là, stationné, mais il y a quelqu'un qui vient et vous dépasse. Là, quand les autres ont déjà démarré, il se permet de faufiler entre eux pour pouvoir passer. Est-ce que c'est conscient? S'il meurt là-bas, est-ce qu'on va dire que c'est la route qui l'a tué? C'est sur la route, il est mort. C'est sur la route, la route qui l'a tué, comment? On dit que quelque chose, c'est la maladie qui tue. La maladie tue. Mais la route, c'est toi qui te tues sur la route. Yeah. C'est toi qui te tues sur la route. Tu arrives sur la route, tu vois, on a mis pour réglementer la circulation. On a mis les feux tricolores là, c'est pour réglementer la circulation, réguler la circulation. Quand ça s'arrête, attends, c'est pour quelques secondes. Quelques secondes seulement. Mais le refus de respecter ces quelques secondes, c'est que tu vas te retrouver quelque part pour des heures, des jours, ou des semaines, des mois, ou à jamais. Peut-être que tu ne reviendras plus. Tu ne reviendras plus. Donc il faudrait que les gens prennent conscience que quand on fait quelque chose, surtout le respect des choses du code de la route, les gens ne le font pas. Les passages courtés qu'on fait, quand vous voyez des personnes qui veulent traverser et que vous voyez le passage courté, c'est pour eux, c'est pour les piétons. Nous, on ne connaît pas ça. Et c'est absolument, quand tu es pressé, tu vois la personne traverser sur les passages courtés là, tu fonds sur eux et puis tu les insultes qu'ils n'ont pas de tête. Des fois, ceux qui sont devant attendent et celui qui est derrière là, c'est lui qui vient causer l'accident. Donc vous voyez, c'est nos comportements qui font que ces genres de choses là se passent.
Aujourd'hui, ce que le gouvernement prévoit au niveau de la sécurité des transports, c'est que on dit qu'on veut mettre les radars, que les radars vont constituer peut-être un point quand quelqu'un, on constate qu'il fait au moins la vitesse, il doit être sanctionné, pénalisé. Donc c'est ça qui est, alors si on peut le faire. C'est l'autre question, puisque on avait parlé d'alcotest, on s'est dit Dieu merci, ça va limiter le nombre d'accidents causés par l'excès, par la prise excessive d'alcool. Maintenant, avec les radars, ça peut aller. Vous voyez, on a mis quelque chose au niveau de Casablanca là. Quand tu fais danger là, quand tu dépasses 50 là, il te signale de réduire la vitesse. Donc, si on peut mettre les radars. Est-ce que les gens respectent ça? Les gens ne respectent pas. On ne respecte pas. Les gens pile parce qu'on lui montre que c'est danger, ne va pas. Ils foncent encore. C'est ça, il dit, c'est la responsabilité des usagers de la route. Il faut que nous soyons sages, prudents sur la route et que ça, là, ce qui arrive, les morts. Combien de fois on n'a pas fait des choses? Les dépassements défectueux que les gens font. Quand tu vois un titan qui est devant toi et tu veux le dépasser, il faut bien voir le devant et savoir comment tu vas dépasser. Mais tu veux dépasser un véhicule et tu mets en même temps sans voir si c'est ça dans un corner où les lignes discontinues et les lignes continues sont là, où il faut respecter. Tu ne peux pas dépasser là-bas. Tu ne peux pas faire un dépassement. C'est ce qui s'est passé la dernière fois où les gens sont morts à Palémé. Il a fait un dépassement défectueux et les 6 sont morts et parce que quelqu'un venait, il les a pris. Tous sont rentrés dans le ravin, ils sont morts. Donc c'est ça. Quand on va dire que c'est la route qui les a tués, tu vas dire que c'est la route qui les a tués. S'ils avaient adopté un comportement, les chauffeurs avaient adopté un comportement. Respecter le code, respecter les systèmes de dépassement, ça ne va pas avoir lieu. Mais on est pressé pour aller où? On est pressé pour aller où? Le problème se pose là. On est pressé pour aller où? Donc, quand tu sors là, il faut savoir que je vais revenir retrouver ma famille en bonne santé. Et quand tu prends peut-être que personne ne les attend à la maison. Dites-moi, avec tout ce que Abbas vient de faire comme développement, est-ce qu'il faudrait que le gouvernement fasse l'effort d'introduire le code de la route dans les matières que nous avons dans nos différents établissements scolaires? Oui, absolument. Il faut plutôt l'intensifier. Ça existait avant. Moi, je l'ai fait. On a fait le code de la route quand nous étions primaires. On montrait les pages d'éducation. Éducation civique. Et morale, quelque chose comme ça. Donc, on doit plutôt l'intensifier. Et surtout... Non, mais là, on n'apprend pas les dépassements, comment on le fait à l'école. Bien sûr, maintenant, il faut maintenant l'intensifier en ajoutant, en implémentant avec des nouvelles formules, etc. Mais surtout, je dois soulever un point, c'est l'installation des radars pour pouvoir surveiller de loin. Nous aurons maintenant les policiers qui sont plutôt dans leur bureau à regarder la circulation, à voir les plaques logiques des véhicules, celui qui faute, on peut l'attraper à la maison, etc. Lui tendre une facture, enfin, une pénalité à verser, etc. Donc si nous pouvons avoir une centrale comme ça, où il y aura les policiers assis, regarder l'écran, la circulation, de la ville de Lomé et ses environs, etc. Et réguler de cette façon, c'est bien. Comme ça, tu violes le feu, 2 jours après, on te tend une pénalité pécuniaire à payer, etc. Donc tu payes et demain tu respectes les règles. Vous êtes sûr que les gens vont respecter? Les policiers arrêtent les gens face à face, on leur prend l'argent, mais quand ils partent, ils refont la même chose. Ah non, mais non. À partir du moment où le policier est dans son bureau, il regarde, on vous repère, on sait où vous garez. Aussitôt vous garez, quelqu'un vient ici voir la maison, vous dit monsieur, dans temps, à telle heure, telle minute, vous avez violé, etc. On vous tend l'amende, vous payez. Il faut commencer par là. Ça se fait ailleurs, dans les pays européens. Tu gares mal, et tu rentres, et puis on vient te dire, mais écoute, tu as déjà garé mal à telle heure ici, tu te souviens, allez, prends, tu payes. Mais demain, tu respectes les conseils. Il faut qu'on en arrive à ce stade-là. Sinon, on n'a que les yeux pour perdre nos morts. Tout le temps, on s'est mort, on des femmes, des enfants, etc., qui deviennent finalement des cas sociaux, etc. Donc, pour les éviter, l'État doit donc mettre les moyens
pour mettre les routes sous surveillance automatique, des radars, etc. Et vous allez voir que ça va aller mieux. Il va peut-être rester les routes internationales, c'est-à-dire que les nationales qui dommagent aux grandes, etc. Il faut voir sur le créneau pour pouvoir également mettre. Parce que là, les gens dorment beaucoup. Quand vous faites une longue distance, les chauffeurs dorment. Au lieu de se reposer, dormir, ils sont volants, ils sursautent, se réveillent, sursautent. Et on ne sait pas, l'accident vient d'un seul coup. Or, les passagers, leur vie, en réalité, dépend du conducteur. Alors, si le conducteur est défaillant, il va dormir, il met la vie des... La plupart des accidents graves, c'est dans la nuit ou très tôt le matin. Voilà, très tôt le matin, le sommeil prend un petit peu le chauffeur qui balance toute une foule dans la brousse ou dans un ravin, etc. Donc, il faut quand même des mesures techniques maintenant. Voilà. Alors, mesures techniques à basse. Oui, c'est normal parce que quand tu dis que est-ce que ça ne va pas, même les policiers en face, ils vous arrêtent, c'est pas ça, c'est autre chose. Vous voyez même quand... les policiers au feu rouge. Oui, ça c'est corruption ça. Et cela, c'est déjà réglé dans la machine, dans le radar. On sait ce qui a fait ça, ce qui veut dire que tu ne peux pas dire que tu n'as pas fait. Alors là, on n'aura plus besoin de la présence des policiers. Non, pas la présence des policiers, pas forcément. Pas forcément. Ils seront plus là pour voir ce qui se passe là. Le problème, c'est que ça peut aller, puisque quand vous garez votre véhicule là, au bord de la route, on vient tracter ça et on amène ça à la fourrière. Tu vas aller payer à la fourrière. C'est de la même manière. Quand vous êtes en Europe, vous voyez quelqu'un gare là, on vient lui mettre une amende sur le véhicule que tu as mal garé. À ta sortie là, tu arrives ça, le policier vient. Tu dois payer parce que c'est... Quand on a pu acheter le Pegasus pour surveiller les gens, c'est qu'on peut payer le radar là pour surveiller, et c'est le radar là qui est plus important que Pegasus. On ne veut pas parler de Pegasus, ne nous oblige pas à parler de Pegasus. Je ne veux pas parler de ça pour l'instant. Je donne un exemple. Que si on... On va dire que la mairie de Toblecope a commencé avec les titans, les longs véhicules là qui garent n'importe comment sur la voie. Actuellement, vous allez voir que la voie est un peu dégagée. Avant là, ici, en face, là, devant là, ici, c'est les titans qui ont... Maintenant, c'est ça. Tout à fait. C'est comme ça, il faut commencer. Et ça va, on doit commencer quelque part. Je parle des radars, si on les achète, si on les met en branle. Vous avez vu les accidents, c'est souvent... En ville, surtout à Lomé, c'est souvent la nuit de la nuit, on retrouve les gens morts. Soit ils ont cogné les poteaux, soit ils ont déraillé pour faire tout. C'est les gens qui sont sortis des boîtes de nuit, ils sont déjà en état d'ébriété, ils conduisent à toute allure, sans aucun respect du code, et on les retrouve morts le lendemain. Le véhicule même est irrécupérable. Donc tout ceci là, il faudrait que les gens soient responsables, conscients. Vous êtes allés pour fêter, et vous ne revenez plus à la maison. Et aussi le téléphone volant, au lieu que les gens aussi le téléphone volant. Là devant, c'est l'autre danger aujourd'hui. Bien sûr, le grand danger. Je me rappelle, la dernière fois, j'avais vu une voiture gouvernementale, celui qui conduisait avec son téléphone au volant. J'ai juste secoué la tête. Voilà. J'étais la dernière fois, il y avait un monsieur qui était devant moi, il téléphonait allègrement dans son tour, je le voyais. Et à un moment donné, il a jeté le véhicule contre le poteau électrique. Ça fait du big comme ça. Heureusement qu'il fallait sortir comme ça du temps et puis le véhicule est resté. Le poteau est à terre. Qui va réparer ça après? Voilà. Il a été peut-être sauvé par son airbag. Sinon, je ne crois pas que vous cogniez un poteau et vous en sortiez. Ça allait sortir. Bien, voilà. Dieu merci. Alors. Eh bien, nous allons parler politique à présent dans cette émission Concertation nationale entre les acteurs politiques à la dynamique de Monseigneur Paul. Je vous rappelle, le groupe des 5 à intervenir pour trouver de vraies solutions à la crise togolaise. D'abord, Abbas, est-ce que nous sommes en crise au Togo, à part la crise sanitaire? Il y a certains qui trouvent que nous sommes en crise, d'autres disent qu'on n'est pas en crise. Parce que les institutions de la République marchent normalement. Vous, en tant que juriste, quand est-ce qu'on dit qu'on est en crise? On est en crise quand les institutions de la République du travail ne fonctionnent pas. Si tout est mis en berne,
au sortir des élections, si rien ne marche plus dans le pays et que l'État semble être allé en guerre, l'État n'a plus d'institution de la République qui fonctionne dans les normes, c'est la crise. Du moment où tout fonctionne normalement et que pendant un an, ce jour, tout est OK, on n'entend rien. On parle de quelle crise? La crise dont les gens évoquent, ceux-là qu'on appelle DMK ou bien comment ils évoquent ça. La crise née des élections de 2020, ce n'est pas la seule crise électorale que nous avons vécue. Depuis 2010 ou depuis 1998 jusqu'à ce jour, on est allé de crise en crise électorale. C'est les contestations électorales. Les contestations électorales, quand vous sortez de ces contestations, que après les institutions marchent dans de bonnes conditions, je ne peux pas parler de crise du moment où l'État ne s'est pas arrêté de fonctionner. L'État continue de fonctionner. Mais après, c'est les dialogues qui vont continuer pour au moins ramener les uns et les autres sur la route. C'est les dialogues et c'est ça que les gens sont en train de faire. Et ces dialogues, on les a vécus. Aujourd'hui, on parle du 29e dialogue. Depuis 1998 jusqu'à ce jour, on a commencé par faire les dialogues. Au sortir des crises, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut qu'on évite ces genres d'élections contestées et qu'au lendemain, le pays reprend normalement à fonctionner. Depuis 1980, quand on sort là, on fait un an, on dit qu'il y a crise et les gens vont rester pour dialoguer, pour dire qu'il faut chercher la solution au problème. Les gens marchent pendant des années pour réclamer leur victoire, pour dire qu'ils ont gagné, alors que la Cour constitutionnelle a déjà proclamé les résultats. Faisons face. C'est ce qu'on enseigne souvent dans les ateliers, parce que quand vous finissez en même temps le cycle électoral, quand vous finissez l'élection présidentielle, ou bien une élection, c'est que la seconde élection doit être préparée. S'il faut revoir les tests, on revoit les tests, doit être préparé en même temps jusqu'à l'autre élection pour ne pas avoir de problèmes. Aujourd'hui, on est en train de parler des élections régionales. Et c'est pour revoir ces tests de ces élections régionales qu'on a créé cette concertation nationale entre les acteurs politiques du pays. Et c'est ce que les gens ont réclamé toujours pour dire qu'il nous faut une concertation nationale. Et les gens sont allés, les partis sont allés pour faire des propositions. Et les gens sont partis, il ne faut pas oublier. Oui, les gens sont partis. Qui est parti? Le cadre, son patron n'est pas là. Si il était là, il n'allait pas agir ainsi. Après, celui qui est parti, ça à la veille, quand les gens sont qui est parti. Mais ceux-là, les partis membres de la DMK qu'on a invités là, quel point ils représentent politiquement chez eux là-bas? La CDPA qui a la patronne de la CDPA qui coordonne cette dynamique-là. Quel poids politique elle a, même dans son village. Donc il ne faut pas se faire ridiculiser à tout moment. Maintenant, vous n'avez pas participé à ces élections, à cette concertation, vous dites que c'est un échec. Vous n'avez pas fait des propositions, vous avez refusé d'y participer. Donc, de quoi je me mêle? C'est comme on dit, de quoi je me mêle? Vous n'allez même pas dire que, puisque vous avez décidé de dire on ne va pas. Si alors, on va revenir sur cette déclaration de la DMK. Nous sommes en crise. Selon le jury, nous ne sommes pas en crise. Oui, bon, en fait, il y a plusieurs typologies de crise. Hein. Il y a la crise politique, la crise alimentaire. Je parle de la crise politique. Oui. Revenons-en. Crise politique, moi je dirais oui. À ma façon. Parce que au seuil des élections du 22 février 2020, nous avons la DMK qui a obtenu quoi, 25%. L'ANC qui a eu 4%, donc les deux associés font déjà 30%, mais ne participent pas au dialogue. Donc si on met de côté 30% des Togolais et qu'on met en place un dialogue, forcément, ça l'ANC avait pris part. Bien sûr, aujourd'hui, ils ont quitté elle a pris ses distances. Oui, mais c'est clair. Aujourd'hui, l'ANC a pris ses distances vis-à-vis de... Donc, ce qui fait que la crise peut être
palpable dès lors que le média n'englobe pas pratiquement tous les Togolais. Donc, il y a par exemple Tipeee qui est resté pratiquement dans les oubliettes, alors que c'est aussi un poids politique. Il n'a jamais participé aux élections. Comment on peut savoir qu'il est au poids? Bon, non, écoutez, on a vu les marches, comment les rouges étaient très nombreux dans les... Alors, le poids se limite au nombre de personnes qui sortent dans la rue, c'est ça? Ça, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas au niveau des élections? Bon, il n'a pas effectivement participé aux élections, mais si on voit qu'à un moment donné, Tipeee a rassemblé quand même le septentrion. Moi, j'étais à Sokodé lors des trucs, j'ai vu comment les gens sont sortis, et même au sud, on a vu comment il a rassemblé quand même beaucoup de gens. Par sa philosophie politique. Maintenant, il a pris ses distances, la DMK, dont le patron est aujourd'hui en exil, l'ANIST aussi qui se retire, c'est visiblement... Nous sommes en crise politique. Eh bien, je reviens à vous. La DMK qui aujourd'hui a décrié, qui hier avait décrié les actions du groupe des 5, aujourd'hui, cette même DMK demande l'aide du groupe des 5. Elle a repris soudainement confiance au groupe des 5. Vous savez, nous sommes en face d'un gouvernement qui... s'en foutent royalement des autres. Si vous ne voulez pas faire, lui il avance, il fait, il assume. Voyez-vous déjà. Maintenant, l'UNIR est à la présidence, l'UNIR est à la primature, le gouvernement, l'Assemblée également majoritairement est UNIR. Pratiquement, l'opposition s'est retrouvée pratiquement en retraite. Donc c'est normal que la DMK puisse demander un peu de partage. Donc quitte maintenant le gouvernement de comprendre qu'il faut aussi partager les Togolais. Nous sommes tous des Togolais. Partager comment? Je parle quand du partager, oui, bien sûr. De l'aide que demande la DMK. Bien sûr, c'est pour arriver au moins à un partage du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Quand tout est concentré entre les mains seulement d'un seul parti, ça ne va pas. Donc au moins, si sous la pression du groupe des 5, l'État togolais peut un petit peu baisser la garde et tendre la main aussi. Mais hier encore, la DMK n'avait pas confiance au groupe des 5. Mais écoutez, vous savez ce que se passe quand on croit, à un moment donné, qu'on a la force, on agit conséquemment. Lorsqu'on perd un peu de sa force, mais non change de tout. C'est normal de ce qui arrive à la DMK. C'est vrai, au des élections, il y avait quand même des populations qui disaient, mais nous n'allons pas notre victoire, etc. Mais 1 an, 2 ans après, maintenant, il faut maintenant qu'il y ait au moins un partage et que finalement on ne soit pas totalement oublié, c'est tout. Ah bah, partage de pouvoir, le pouvoir est devenu... En démocratie, on ne partage pas le pouvoir. C'est-à-dire c'est la majorité qui gouverne. Il n'y a pas de partage parce que quelqu'un est venu, a été élu sur un programme donné. Et c'est sur ce programme qui sera réuni prochainement. Si ça échoue, c'est hors du temps. Si tu partages avec quelqu'un, ce n'est pas un gouvernement de transition ou bien un gouvernement d'union nationale. C'est un gouvernement qui a gagné un parti qui a gagné les élections, qui dirige. Et c'est lui seul qui sait. Il ne peut pas mettre Jean-Pierre Fabre qui n'a pas, ou bien Adjambo qui n'a pas les mêmes visions que unis dans un gouvernement pour dire venez, on va gouverner. Parce qu'eux aussi, ils ont leur programme de société. On a vu ce qui s'est passé avec la transition, le gouvernement d'union nationale dirigé par Maître Agbego. On a mélangé tout parce que c'est à l'issue d'un accord politique global qu'on a mis en place ce gouvernement d'union nationale pour que les acteurs puissent retrouver une source de confiance. Mais après les élections, en 2010, chacun est reparti. C'est le parti qui a gagné qui applique ses règles. Donc c'est ça le problème. C'est la règle de la majorité, la loi de la majorité dans une démocratie. Demain, si l'ANC ou quelqu'un d'autre parti remporte les élections, il reste dans l'opposition, il ne va pas être associé à la gestion d'un pays. C'est comme ça se passe dans tous les pays. Parce que quand vous êtes là et quelqu'un a gagné, vous dites que vous demandez le partage. Ce n'est pas le partage. Et les autres ne demandent pas le partage du pouvoir. La DMK ou bien Adjambo qui se lève, ne demande pas le partage du pouvoir. C'est pour amener les gens à dire, à faire comprendre le G5 qu'il y a problème, qu'il faudrait que le G5 intervienne.
intervenir comment alors que les gens, vous avez pris beaucoup de temps même à vous attaquer à ce G5. À chaque fois, vous sortez des communiqués, vous les attaquez. C'est ça, il dit que... On n'a pas fait cadeau. C'est ça qu'il dit que les gens, nos politiciens aussi, se ridiculisent dans ce pays. Les gens se ridiculisent. Aujourd'hui, c'est vous avez besoin de ceux-là que vous avez vilipendé il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'on va penser de vous? Ça, ce n'est pas normal qu'on fasse la politique ainsi et qu'on se dise qu'on fait de la politique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les gens sont derrière, on sont sortis derrière parce qu'ils ne comprennent même plus le comportement de l'opposition togolaise. Lorsque on parle et que maintenant les gens sont découragés, quand on appelle même à un mouvement comme ça, les gens disent qu'il faut le laisser. C'est qu'il faudrait que les gens s'organisent ailleurs ou autrement que de continuer pas à faire les mêmes choses. Ce n'est pas la première fois qu'on insulte les gens et on leur demande, ce n'est pas la première fois, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Entre-temps, on a insulté même la CEDEAO et après les gens ont demandé que si la CEDEAO, ça va régler. En 2018, on a vu comment ça s'est passé. Donc, il faut qu'on laisse cette politique spectacle ou cette politique qu'on ne mesure même pas ce qu'on est en train de faire. C'est propos. Quand tu veux faire quelque chose, poser un acte, il faut réfléchir à demain. Mais on ne le fait pas. Les gens croient que, vous savez, quand je parle là, on va m'écouter. C'est ça, j'ai dit par rapport au poids politique, ces gens-là. C'est l'élection qui détermine qui est qui et qui fait quoi. Donc si les gens depuis un certain temps n'arrivent même plus à mobiliser, quand on prend l'exemple de la dernière fois, on dit Vichy, il y a un mouvement de femmes qui a appelé, c'est Femme Pyramide, qui a appelé à ce que les gens soient en noir du 12 au 18 juillet. Qu'est-ce qu'on a constaté? Donc vous voyez, les gens ne sont plus concernés. Aujourd'hui, la vraie opposition du pouvoir, c'est la faim. Les hommes là, on laisse. La vraie opposition, c'est la souffrance et la famine qui tuent les gens. Et la vie chère, c'est la vraie opposition des populations. Sinon, sur le plan politique, sur le plan politique, là, il y a pas. Le pouvoir n'a plus d'opposants. Alors, rapidement, Abbas, avec le dernier sujet, avec les chefs d'État qui sont agressés, il n'y a pas longtemps, c'est le président de la France qui a été giflé. En Haïti, le président a été assassiné. Au Mali, la dernière fois, le président a été agressé à agression au couteau. Est-ce qu'il y a une défaillance au niveau du service de sécurité de nos chefs d'État? Bon, pourtant, ce n'est pas des questions sécuritaires. Vous savez, c'est les époques. Il fut une époque où les grandes puissances, pour faire tomber un chef d'État, envoyaient des mercenaires. Hein? Il y avait Bob Denard qui exécutait des basses besognes pour le compte de la France. On a vu débarquer au Bénin, il était venu aussi au Gabon, etc. Maintenant, à un moment donné, c'est un temps où lorsqu'on n'est pas d'accord avec la politique d'un chef d'État, on peut faire une lettre, jeter la lettre au passage. Et on prend maintenant, les gens préfèrent maintenant aller se jeter sur le chef de l'État, soit pour lui faire du mal. Nous sommes dans une époque où est né un système... Se jeter sur le chef d'État. Nous voyons ici oui, au Togo, il y a une manifestation que le chef de l'État doit être là. Vous voyez tout ce qui est pris comme dispositif sécuritaire. Quelqu'un peut traverser tout ça là et agresser un président. Quand les gens n'ont plus peur de mourir, on bat des kamikazes. Cette formule n'existait pas avant. Oui, déjà. Maintenant, c'est apparu avec les djihadistes, etc. Les gens n'ont plus peur de mourir. Alors, quand vous êtes sûr qu'en agressant, vous allez être aussi assassiné, etc., que vous n'avez pas peur de mourir, les gens, pour faire connaître maintenant leurs opinions, se jettent. On a vu au Mali récemment, un bonhomme qui s'est donc avancé avec force sur le président avec un couteau pour le poignarder, etc. Vous voyez déjà. Mais écoute, dans une foule, il savait très bien que s'il ratait son coup, il allait être abattu. Mais il est allé. Vous voyez déjà que les mentalités évoluent déjà. Vous voyez déjà. Donc nous devons mesurer les époques pour pouvoir savoir quoi s'en tenir. Voyez-vous. Donc il faut quand même que les gens, que les chefs aussi écoutent beaucoup plus leur population. Il vaut mieux écouter les doléances des populations et orienter une politique qui répond
à la volonté de la majorité. Pour éviter tous ces problèmes-là, selon vous. Abbas, le problème, c'est au niveau de la sécurité des chefs de l'État ou bien au niveau des mentalités, comme l'a dit Lutze? Non, c'est au niveau peut-être de ces chefs d'État également. Parce qu'ils se croient être mis tout en confiance. Quand vous prenez ce qui s'est passé avec Macron, pour lui, il a dit que ce n'est pas le problème de la sécurité. C'est lui-même qui a avancé, croyant que cela dénonçait pour faire choses aux populations. Il a pris ça. Donc pour même le Mali, la dernière fois, avec Goïta, il est allé à la mosquée le jour-là, avec un seul motard. Et c'est 5 voitures qui l'ont suivi seulement, tout parce qu'ils allaient tous à la prière. Ce qui veut dire que pour lui, là, il n'a aucun problème avec les gens. Comme c'est un jeune, lui aussi, veut être dans la masse. Et c'est ça le problème. Donc le problème, pour la sécurité, bon, c'est un président qui veut être proche de la masse. Mais lui ne s'est même pas mis dans la tête que c'est comme ça va arriver. Parce que si c'était comme ça, la sécurité, la manière dont Assimi Goïta se déplace avec ces gens, quand il veut sortir, vous voyez, il est entouré même de ses forces avec les gilets pare-balles. Parce que ici, le monsieur a voulu le tuer en même temps parce qu'il a visé le cou. Et si on te poignarde au niveau du cou, c'est fini. Lui voulait atteindre son but, même si on le tue aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il a des commanditaires qui sont là. Si tu peux, il s'est drogué avant de le faire. Si tu peux le faire comme un kamikaze, ta famille est bien. Et c'est ça qui s'est passé la dernière fois. Heureusement que la garde a été aussi vigilante. Oui, et le président lui-même. Et le président lui-même a été vigilant parce qu'en tant que militaire. C'est un soldat. C'est un soldat. En tant que militaire, il l'a fait. C'est pas un civil. Parce que moi, je me rappelle, pour les sécurités des prisons, ça dépend de comment tu dis à tes éléments. Un jour, on était au camp RT là-bas. Les étudiants étaient invités au camp RT le 13 janvier. Quand il n'y a pas 13 janvier. Au temps du feu général. Devant lui, on allait, on les invite et puis on mange là-bas, on danse, c'est là et donne l'argent. Mais lorsque il a fini de faire son discours, il y a un étudiant, un camarade étudiant qui s'est levé. Il voulait serrer la main au chef de l'État. Il n'a même pas fait chose. Il a été maîtrisé dans les médias. Il n'a même pas son bail resté comme ça, mais il a été maîtrisé et puis en même temps mis par terre. Étudiant simple. Et c'est le chef de l'État. Il a fait signe comme ça de le laisser et il est venu lui serrer la main. Il est reparti. Alors, selon vous, ça dépend des présidents. Ça dépend. Pourquoi ils vont dire que c'est relâche quoi, la présidence. Or, ils ne savent pas ce qui se passe, même entre eux. Encore que c'est des militaires. Bref, nous avons des ennemis partout. Merci à vous. Des ennemis partout, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec les Guinéens. Qui on a tiré Merci à vous, Abbas, d'avoir fait le déplacement. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est donc la fin de cette émission. On se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 10h. Bonne journée à tous.